Merci. On va maintenant passer au projet BioEOS. Donc, comme pour les deux projets précédents, je vais d'abord vous passer la vidéo de projet et ensuite je laisserai la parole à Touria. Sous la surface, un monde riche mais vulnérable s'éteint peu à peu. Récifs coralliens, herbiers marins, ces trésors de la nature subissent de plein fouet les pressions humaines et climatiques, posant une question centrale. Comment mieux connaître la biodiversité côtière pour la comprendre et la sauvegarder? Aujourd'hui, ces milieux sont insuffisamment surveillés. Les observations restent ponctuelles, éparses et ne permettent pas de saisir les évolutions dans leur globalité. Le projet BioEOS répond à ces problématiques en développant des outils d'observation spatiale innovants permettant de caractériser la dynamique des écosystèmes côtiers. L'objectif est multiple. Cartographier les habitats marins, produire des indicateurs de santé écologique, détecter les changements brutaux après une perturbation et comprendre les trajectoires d'évolution à long terme. Cette initiative ambitieuse mobilise une alliance scientifique d'envergure, pilotée par l'IFREMER et réunissant le laboratoire GIPSALAB, l'IFRECOR, l'INRAE, l'IMT Atlantique, l'IRD, le CHOM, la Sorbonne Université, l'Université de Mayotte, l'Université de La Réunion, l'Université de Toulon, le CNES et la DEAL Réunion. La méthode BioEOS repose sur une approche novatrice combinant observation spatiale et terrain. Les satellites Pléiades, Pléiades Néo, Sentinelle de Nmap et Prisma fournissent des images multi- et hyperspectrales de haute résolution. Parallèlement, des campagnes de terrain collectent des relevés biologiques précis. État des récifs, distribution des herbiers, propriétés optiques de l'eau ou encore signature spectrale du fond marin. Ces données convergent vers des algorithmes basés sur des modèles physiques de trajet de la lumière et d'apprentissage automatique sophistiqués. Ils extraient des indicateurs indirects mais fiables pour évaluer l'état de santé de la biodiversité, comme le recouvrement corallien, la vitalité des habitats ou encore leur fragmentation. Le résultat ? Des cartes dynamiques et des séries temporelles qui révèlent l'évolution spatio-temporelle de ces écosystèmes. Cette approche transforme notre capacité d'observation. Elle offre une vision à large échelle tout en conservant une résolution fine, permettant de détecter aussi bien les changements graduels que les perturbations soudaines. Les gestionnaires de zones marines, les décideurs politiques et les scientifiques disposent d'outils opérationnels pour orienter leur stratégie de préservation. Le démonstrateur se concentre actuellement sur le sud-ouest de l'océan Indien, la Réunion, Mayotte, les Glorieuses et Bassas d'India. Mais l'ambition de BioEOS dépasse largement ces frontières. Les perspectives sont prometteuses. Ce projet quinquennal prévoit, après cette première phase de validation du concept, une seconde phase opérationnelle avec déploiement via une interface adaptée. Cette étape inclura une extension géographique vers d'autres régions, un affinement continu des indicateurs, ainsi qu'une intégration renforcée dans les processus de gestion environnementale. Les données produites alimenteront la recherche sur les effets du changement climatique et de l'acidification des océans, avec une diffusion prévue via les systèmes d'information nationaux Audatis et Sextant, mais également via une interface de visualisation dédiée aux gestionnaires. Au-delà de la science, le projet porte une vision, celle d'une information transparente et accessible qui mobilise communautés locales, ONG et citoyens autour de la protection marine. BioEOS offre ainsi une base scientifique solide pour observer et préserver nos océans en soutenant une biodiversité côtière résiliente. Et je laisse donc la parole à Touria pour vous présenter son projet. Alors, merci de nous donner la parole à l'équipe BioEOS pour parler de l'état d'avancement de leurs travaux. Alors, nous sommes une équipe qui fédère des compétences aussi bien en traitement de signal, en écologie marine, mais en modélisation, et pour répondre aux besoins de plus en plus croissants autour de la connaissance sur la biodiversité, et notamment sur les territoires de l'outre-mer. Suivant. Alors, nous basons notre stratégie sur la recherche de la synergie entre la haute résolution spatiale qu'offrent les capteurs multispectraux, Pléiades, Pléiades Néo, Sentinelle et Vénus, mais également la richesse spectrale des capteurs Nmap et Prisma. Alors, toutes ces données, pour les traiter, on va intégrer les données in situ
pour des besoins de calibration et de validation, mais également des levées bathymétriques ou LIDAR ou acoustiques. Suivant. Alors, selon le niveau de connaissance dont on dispose sur nos territoires un peu éloignés, ou aussi de leur hétérogénéité spatiale, on va mobiliser à la fois des méthodes d'apprentissage par machine learning ou encore de l'inversion de modèles de transfert radiatif, des méthodes plutôt physiques. Et nous sommes également intéressés aux techniques de la fusion pour améliorer la résolution et injecter les détails spatiaux. Alors, ce que nous recherchons, c'est extraire des méthodes qui sont reconnues par la communauté scientifique internationale comme des proxys qui permettent de caractériser et décrire cette biodiversité côtière. Et l'objectif, in fine, c'est de cartographier ces changements et proposer des indicateurs en soutien à la gestion. Suivant. Alors, pour la preuve de concept, un ensemble de produits ont déjà été générés sur nos territoires d'études. Ces produits, ils concernent la colonne d'eau, la chlorophylle, la matière en suspension, la température. Donc, toutes ces variables environnementales vont nous permettre d'expliquer en partie les changements que nous pouvons observer sur nos écosystèmes. On s'intéresse aussi à la bathymétrie parce qu'on peut en déduire des propriétés géomorphologiques en lien avec le compartiment biologique. Suivant. Nous avons également généré des produits qui décrivent la distribution de nos écosystèmes vulnérables d'intérêt, les herbiers et les récifs coralliens, aussi bien en termes de présence-absence qu'en termes de taux de recouvrement. Et avec les traitements de séries temporelles, on peut proposer des produits qui permettent de localiser les changements majeurs, une information clé à la fois pour guider et pour prioriser les mesures de gestion. Suivant. Mais à notre connaissance, c'est la première fois que l'équipe montre les capacités de la haute résolution spatiale, notamment le satellite Pléiades, pour extraire de l'information sur la vitalité corallienne. Cet indice qui, jusqu'à présent, est mesuré in situ par des observations sur le terrain et peut désormais être cartographié pour une évaluation spatialisée de l'état écologique des récifs coralliens. Suivant. Alors, cette figure, sans rentrer dans le détail, c'est le résultat d'une exploration d'une série temporelle long terme qui a été acquise par le réseau GCRMN sur le site de La Réunion. Les cercles, ça représente les différents groupes fonctionnels, avec en orange ceux qui appartiennent aux récifs coralliens et en vert les macroalgues. Suivant. Les flèches, j'ai oublié de mentionner, donc plus ou moins épaisses selon la probabilité de transition entre les groupes fonctionnels. Et ce que nous souhaitons souligner par cette figure, c'est que de nombreuses transitions ont été identifiées qui convergent vers les macroalgues qui se composent notamment par des algues gazonnantes qui sont signes de dégradation de l'écosystème. En fait, ce résultat nous incite à élargir un peu les métriques initialement ciblées sur les coraux et sur les herbiers uniquement pour intégrer le compartiment macroalgue. Suivant. Alors, cette figure, elle représente le résultat d'un traitement qui a été réalisé sur le site de Glorieuse avec une image hyperspectrale Prisma. L'inversion de modèle de transfert radiatif associé à un modèle de mélange spectral nous a permis de générer des cartes de distribution de l'abondance non seulement des herbiers et des principaux groupes de récifs coralliens présents sur le site, mais également de cartographier l'abondance des deux groupes de macroalgues, les algues brunes et les algues rouges. Actuellement, nous sommes en réflexion pour savoir comment intégrer les différentes métriques dans des indicateurs pour évaluer l'écosystème dans sa globalité. Suivant. Alors, au-delà de partager nos produits via les plateformes et les sites institutionnels nationaux, les gestionnaires ils auront à leur disposition un outil dédié qui permet un accès centralisé et optimisé en fonction des scénarios dédiés aux acteurs de nos territoires d'études. Suivant. Une interface permet à l'utilisateur de visualiser les différentes couches de manière individuelle, consulter leurs informations attributaires ou même leurs fiches de métadonnées, voire comparer entre deux couches. Suivant.
mais l'utilisateur il peut également avoir des outils de visualisation dynamique, notamment pour consulter les séries temporelles, pouvoir paramétrer la vitesse de défilement ou encore consulter plus spécifiquement une date parce qu'il correspond à un événement spécifique. Il est aussi proposé des synthèses localisées via des graphiques que l'utilisateur peut en prendre connaissance par simple clic. Suivant. Alors, aujourd'hui, on a volontairement mis les curseurs sur les deux étapes, ça a perturbé Juliette, mais c'est pour dire qu'en même temps qu'on travaille sur l'intégration et le test de solutions, nous poursuivons également nos développements, tout d'abord pour prendre en compte les dernières améliorations de nos algorithmes, mais aussi pour intégrer de nouveaux produits et de nouvelles fonctionnalités dans le démonstrateur pour les gestionnaires. Parallèlement, nous poursuivons également la collecte des données in situ. C'est le cas, par exemple, récemment sur l'île de la Réunion pour acquérir des informations qui nous permettent d'évaluer l'impact du dernier épisode de blanchissement qui est survenu au début de l'année. Nous préparons également la campagne in situ qui est prévue en 2026 en collaboration avec d'autres projets, avec des acteurs locaux également. Alors, l'initialisation de la collecte de données de pression est plutôt pour anticiper la phase 2, cette phase 2 qui sera plus majoritairement consacrée au développement d'outils pour l'analyse de la trajectoire en tenant compte des changements globaux et notamment des altérations de la biodiversité qu'on observe, aussi bien en termes de fonctionnalité écologique, mais aussi en termes de gestion des ressources et de valeur économique. Suivant. Alors, depuis sa création, le projet BioEOS, il bénéficie aujourd'hui de l'intérêt, notamment de la part des structures privées. Donc, il y a une convention R&D qui a été signée, qui a été mise en place avec la société Capgemini. L'équipe de Capgemini est en train de développer une plateforme intitulée Marvel et qui propose 4 modules autour des outils d'aide aux annotations, notamment pour alimenter des modèles d'apprentissage, l'estimation de la bathymétrie ou encore la cartographie des fonds, mais aussi pour améliorer les algorithmes sur les techniques de fusion. Suivant. Alors, sur cette même question de fusion, et une thèse qui vient de démarrer, co-dirigée par l'équipe BioEOS, mais en partenariat avec le CNES et Magellan, en tenant compte, qui tient compte de toute la chaîne de traitement depuis l'acquisition jusqu'à la valeur ajoutée en produisant des produits finaux. Alors, BioEOS, il a également été sollicité par le Bridges, c'est un programme de recherche interdisciplinaire, et notamment avec le projet cible résilience, et il propose des solutions autour de la conservation de la biodiversité avec un accent sur le socio-écosystème pêche, aussi bien artisanal que de subsistance. Suivant. Alors, collaborer avec ce projet permet à BioEOS de continuer à enrichir la liste des produits et des indicateurs qu'il propose. À titre d'exemple, cette estimation de la valeur économique potentielle qui a été réalisée grâce aux données spatialisées sur le taux de recouvrement corallien, notamment sur la plateforme du récif de Saint-Gilles, et qui évalue plus spécifiquement les services relatifs au tourisme, à la protection côtière et à la pêche. Et je m'arrête avec cet exemple, donc en remerciant bien sûr les personnes participant à cet événement pour leur intérêt, mais aussi le CNES, l'ADL Réunion pour leur soutien financier et aussi d'avoir fait confiance à l'équipe bio. Voilà, si vous avez des questions. Une question dans le chat. Oui. A-t-on déjà les images de tous ces satellites sur les autres localisations envisagées? Oui, alors sur Vénus, on a eu accès à une série temporelle. C'est Pascal Mouquet de l'IRD qui a fait cette demande, donc on dispose déjà de la série temporelle. Pour Pléiades Néo, donc c'est le CNES qui gérait la programmation pour les besoins de BioEOS, notamment quand il y a des événements qui surviennent tels que le blanchissement ou les épisodes d'élévation de la température. Pour Nmap, oui, on a soumis un projet qui nous permet au DLR
Et pendant 5 ans, on a accès à de la programmation spécifique pour nos besoins. Pour Prisma, c'est Audrey Minelli de l'Université de Toulon qui fait la demande. Et pour Sentinelle, c'est aussi l'IRD, Espace Dev. Et voilà. Et Sophie Loyer également du CNES qui travaille sur ces capteurs. Pour l'instant, on n'a pas été du tout embêté par l'accès aux données spatialisées. Et pour Pléiade, il y a Dynamis déjà qui produit des données. Une autre question, que dit l'ADA Réunion de ces résultats? Ils sont vraiment intéressés. Donc, du coup, là, il y a plus récemment, tous les produits sont déjà diffusés sur le site Texton, mais ils ont demandé à ce que les données soient visibles également sur le système d'information dédié à l'océan Indien et sur le SIM, du système sur le milieu marin. Donc, voilà, je pense que c'est des données qui sont utiles pour eux. Et puis, il s'appuie beaucoup aussi sur nous, même si la convention des Halles, elle a été terminée, mais poursuivre un peu le problème de l'impact sur le blanchissement corallien et la mortalité qui est survenue par la suite. Donc, on continue aussi à être sollicité pour aider à répondre à ces questions de la gestion. Y a-t-il une politique publique de protection des coraux? Oui, il y a une stratégie. Ils intègrent aussi la stratégie la stratégie nationale sur la biodiversité, mais également ils sont suivis dans le cadre des directives européennes. Donc, et puis il y a des groupes. En dehors de ça, il y a aussi les réseaux que j'ai évoqués, le GCRMS, c'est le Global Monitoring Coral Reef, ce réseau-là, qui est aussi à l'échelle internationale. Donc oui, c'est tellement un écosystème emblématique qui vraiment qui subit beaucoup de dégradation que oui, il y a de la mobilisation autour de ça. Y aura-t-il un lien avec les résultats de la mission Coraux de Tara? Alors, on n'a pas de contact, mais on est preneur d'échanger avec ces gens-là. S'il y a des personnes de l'assistance qui en font partie, je serais ravie de discuter de manière plus spécifique sur ça. Et puis, il y a tout le programme de recherche prioritaire, Bridges, qui a démarré là cette année, qui est parti sur 10 ans. Et les récifs coralliens, ils sont vraiment identifiés comme un écosystème à enjeu qui va avoir un gros, qui va être un centre d'intérêt, notamment, même si on regarde les socio-écosystèmes, le récif corallien reste quand même un écosystème qui est de fort intérêt pour ces programmes-là également.